Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie I. Les définitions de l'économie mixte et de la SEM. Les diverses approches de l'économie mixte. Les tentatives de définition de la SEM. Les diverses approches de l'économie mixte. De l'économie mixte à la gestion mixte, au management mixte ou à la gouvernance mixte. Robert Leduff. Le concept d'économie mixte en droit. Frédéric Antonat. Le concept de société d'économie mixte en économie. Hubert Jaillet. L'économie mixte, une étape dans l'évolution du capitalisme français au XXe siècle. Jean-François Eck. De l'économie mixte à la gestion mixte, au management mixte ou à la gouvernance mixte. Robert Leduff. L'idée principale de ce papier est de tenter de proposer un regard de spécialiste de management sur l'originalité de l'existence et du fonctionnement de la mixité dans un système économique dont la société d'économie mixte, SEM, serait un exemple. Ce regard sera plus précisément celui d'une sous-spécialité du management que l'on peut désigner par les termes de management public, encore appelé management non marchand. Il se nourrira des apports des théories des organisations appliquées à ce domaine. Ainsi l'adjectif mixte prendra sa signification comme situé dans l'intervalle d'une distinction entre le privé et le public, non pas appliqué au droit lorsqu'il qualifie et distingue le droit privé du droit public, mais comme situé au cœur de la distinction en théorie des organisations qui tentent de comprendre les logiques de fonctionnement des organisations selon leur proximité plus ou moins grande avec le marché. Ces réflexions s'appuient sur un continuum entre les deux extrêmes rarement atteints. Une absence totale de référence au marché entendue au sens le plus strict des conditions de fonctionnement de la concurrence pure et parfaite censée réaliser à la fois un équilibre économique correspondant à une situation d'optimalité, d'une part, et une organisation fonctionnant comme un système totalement centralisé où équilibre généralisé des ressources et des dépenses dicterait le comportement des agents économiques, grâce à un système de prix objectivement déterminé. Aucun de ces systèmes conçus ne peut être un système réel. La difficulté pour comprendre le fonctionnement concret est qu'il emprunte partiellement des aspects multiformes, des configurations hybrides de chacun des systèmes de référence et qu'il le fait dans un remarquable mélange des genres confondant explicitement ou explicitement des objectifs et des moyens, la coercition ou la liberté d'agir, les buts individuels et les contraintes collectives. Pour compléter cette présentation fort ambiguë, il faut ajouter une autre distinction tenant à une différence entre les sciences économiques et les sciences de gestion. Cette distinction académique, plus fréquente en France que chez nos voisins, pourrait semble-t-il s'appuyer, au moins historiquement, sur une orientation plus marquée vers la compréhension des phénomènes dans le premier cas et sur l'analyse des problèmes de mise en œuvre dans le second. Le statut de SEM semble bien réunir en son sein toutes ces distinctions. À la fois volonté de performance dans la mise en œuvre et de sauvegarde d'un fonctionnement au service de l'intérêt général, il voudrait concilier la rigueur du contrôle administratif et l'innovation souvent considérée comme propre au secteur privé. Il permettrait de concilier un comportement entrepreneurial et le respect dans l'application de textes qui ne vont pas forcément dans ce sens. Enfin, comme dans toute organisation, il est confronté à une relation fort complexe qui porte sur l'adéquation, d'une part, d'un statut de l'organisation au statut des personnels concernés, d'autre part. Privatiser une organisation, est-ce privatiser son personnel actuel et futur ? À l'intérieur même des sciences de gestion, le vocabulaire a évolué et n'est pas, sur de nombreuses questions, bien stabilisé. Par exemple, le terme de gestion semble plutôt concerner des outils cependant que celui de management désignerait des prises de décision de niveau stratégique. Le vocable plus récent et un peu à la mode de gouvernance s'efforcerait de rendre compte de manière et de degré de performance, une bonne gouvernance, de gouverner, de piloter, de conduire une organisation dans des circonstances particulières. En mixant le privé et le public dans une structure économique, convient-il de mixer aussi, comment, dans quelle proportion, son management et sa gouvernance ? Ce que les textes ne disent pas se réalise chaque jour, lors d'événements graves mais aussi bénins, dus à des comportements, à des expériences ou à des circonstances. La réflexion proposée porte donc sur un passage de l'économie mixte à la gestion mixte, au management mixte ou à la gouvernance mixte,
la mixité prenant sans doute un sens différent selon le substantif auquel on l'applique, jusqu'à nous permettre d'envisager l'expression de mixité organisationnelle. Commençons par évoquer une double mixité problématique qui porterait d'une part sur le mixte privé-public auquel on associerait, en théorie des organisations, le mixte marché-organisation. Cette relation serait biunivoque. Elle signifierait que lorsque le moteur, l'énergie du système est fondée sur l'intérêt individuel, le système le plus efficace et efficient serait le marché. Les raisons sont multiples et bien connues des spécialistes. L'une d'entre elles pourrait être la remarquable capacité qu'aurait le marché à révéler les préférences. C'est grâce à lui que serait connue, de façon transparente et immédiate, la hiérarchie des préférences individuelles et que pourrait se faire l'arbitrage entre elles. Le mode de fonctionnement serait inversé en situation d'économie centralisée, où une connaissance de ces préférences collectives serait actée par des agents économiques exécutant des ordres réfléchis venus du sommet. Aucun de ces deux systèmes ne va véritablement au bout du chemin. Le grand mérite du système centralisé est qu'il dit assez clairement ses échecs cependant que le second possède une vertu, qui est de savoir les cacher pendant longtemps. La responsabilité du dirigeant est en conséquence beaucoup plus évidente dans le premier cas. Il devrait être un savant, alors que le second pourrait se contenter d'être un improvisateur. Il est impossible de négliger certaines interprétations qui semblent dotées d'une vigueur remarquable dans le monde économique d'aujourd'hui, qu'elles soient celles des pays développés ou non, qu'elles émanent de tendances de droite ou de gauche. Le marché posséderait toutes les vertus économiques et sociales, les privatisations seraient la source de remède à tous les maux, et il faudrait, semble-t-il, beaucoup de mauvaise volonté pour découvrir tel dysfonctionnement ou tel dérèglement à la merveilleuse mécanique du marché. Que la place de l'État soit donc la plus faible possible, ainsi la charge fiscale elle-même allégée permettra la relance de l'économie. En cas de fléau collectif, une taxe appropriée, affectant donc une recette à une dépense, sera mise au point. Sur un ton moins polémique, la part respective, si on accepte cette conjecture du privé et du public pourrait être analysée grâce à une double mission de toute gestion. Allouer des ressources et coordonner des activités. L'allocation optimale des ressources a souvent été regardée comme un des principaux mérites d'une économie centralisée. Les démonstrations sont célèbres. Toute question concernant la coordination des activités est mise de côté, les experts devraient, tels des ingénieurs, s'en préoccuper. N'y a-t-il donc pas une voie possible qui serait qu'au moins en principe, les questions liées à l'allocation seraient du ressort de l'organisation, tandis que celles ayant trait à la coordination relèveraient du marché? Encore faudrait-il que le moteur de l'intérêt individuel soit suffisant, ce qui revient à imaginer une gestion des ressources humaines originale. À bien y regarder, n'est-ce pas d'ailleurs le constat que l'on peut faire en vue de dresser un bilan des avantages et des inconvénients de la mixité dans de nombreux domaines, éducation, santé, transport. On perçoit immédiatement qu'il est difficile de confier au marché des biens dits collectifs, et qu'il ne peut être efficace et efficient que dans la gestion des biens dits individuels. La question du statut optimal de l'organisation renvoie ainsi à la distinction des biens. Il y aurait deux catégories de biens, ceux dont la consommation, et non la production, est telle que tout consommateur d'un bien divisible prive tout autre d'accès à ces biens et donc à la satisfaction qu'il pourrait en tirer. À l'opposé, les biens indivisibles posséderaient en eux-mêmes la propriété de n'exclure personne. Ces distinctions tératologiques, qui peuvent clairement fonder un modèle, ne se rencontrent malheureusement que rarement dans la nature, peut-être les ondes hertziennes. Cependant leur inexistence dans l'absolu autorise à tracer des frontières floues entre ces deux types de biens et à montrer que dans le cas des biens indivisibles, la question cruciale est le choix du niveau, non de la quantité, de production qui permet leur indivisibilité. En deçà de cette limite, ces biens auraient tendance à devenir divisibles. Les consommateurs qui n'étaient pas des rivaux le deviennent, et exagèrent leur souhait de niveau élevé de fourniture. Si, dans le cas de biens individuels, le régulateur est le prix qui se dégage de lui-même sur un marché en état d'équilibre, il faut lui substituer des règles négociées dans toute organisation chargée de gérer des biens collectifs. Ces règles seront d'autant plus difficiles à négocier que les consommateurs n'auront aucun intérêt à révéler leurs préférences. Ils exagéreront leurs besoins s'ils estiment que les biens en question seront gratuits.
Ils les minimiseront dans le cas contraire. Il est assez commode, voire trop commode car cette commodité est sans doute la preuve d'une exagération de la distinction, de trouver toute une série d'antonymes qui caractériseront les deux opposés construits, le marché et l'organisation. Réduisons cette liste qui pourrait être très longue à quelques cas principaux, grâce au tableau suivant qui fera apparaître la mixité envisageable sous différents aspects. L'intérêt d'une telle présentation est de permettre de construire une typologie des organisations, en fonction de deux types de mixité. La première serait celle dans laquelle la part relative des deux extrêmes serait la même pour chacune des caractéristiques, celles signalées dans le tableau et bien d'autres aux caractères parfois polémiques tels que le gadget dans le cas du marché et l'utile dans l'autre cas. On peut admettre dans une première approche que le management de telles organisations serait lui-même un mélange harmonieux des deux pratiques dans les domaines de la finance, du marketing, de la stratégie et de la gestion des ressources humaines. La seconde emprunterait aux deux systèmes des parts différentes, voire très différentes, des deux extrêmes. Prenons pour exemple une organisation qui voudrait privilégier à la fois l'efficacité et l'écologie. Gageons que son management serait beaucoup plus délicat, et que des interférences graves se produiront entre les objectifs et les moyens à mettre en œuvre. Précisons qu'il ne s'agira pas forcément d'une gestion incohérente mais pour reprendre une expression de P. Samuelson, d'une gestion sur le fil du rasoir. Cette démarche permet aussi de ne pas confondre la réflexion portant sur l'activité, au sens anglo-saxon d'activity analysis, et celle sur la nature et les objectifs de l'institution. Certaines caractéristiques et distinctions se rapportant à la nature de l'institution ne s'identifient pas à celles qui concernent l'activité produite par cette institution, par exemple, clinique privée et santé publique, école publique et éducation nationale. Une autre réflexion que nous proposent les théories des organisations, et qui peut nous servir à élaborer le concept de mixité peut s'exprimer sous une forme simple alors qu'elle est fort importante. Il s'agit du choix entre faire ou faire faire. Sous cette expression du langage courant se cache un redoutable dilemme, car il conduit à une réflexion ontologique sur toutes les formes d'activité. Le faire faire dépasse largement la question de la sous-traitance même si elle l'inclut. Faire faire, c'est faire confiance au mécanisme du marché qui vendra à l'organisation proprement dite alors que cette dernière aurait pu le faire elle-même. À titre d'exemple, une université publique peut internaliser un service de restauration ou le confier à une entreprise privée. S'agit-il d'une forme de privatisation organisationnelle sans qu'elle soit pour ce faire statutaire ? Ce mélange des questions d'éthique et ou de minimisation de coûts, de performance, de contrôle de qualité du service rendu. En résumé, une organisation qui pourrait n'apparaître pas mixte du point de vue de son statut et qui semblerait donc, par exemple, nettement publique pourrait se mixiter dans sa gouvernance. La délégation de services publics qui certes se rapproche de cette idée n'est pas cependant identique. La mixité dont il s'agit ici est plus une question de gouvernance que de statut. De nombreuses pratiques de sous-traitance et de co-traitance sont l'expression de stratégies évolutives des organisations liées à des contextes macroéconomiques. Lorsque les grandes entreprises sont confrontées à un ralentissement de la croissance ou un rétrécissement des marchés, ou lorsqu'elles les anticipent, elles tentent d'effectuer un recentrage sur leur métier, abandonnant ainsi les modes d'intégration verticale qu'elles avaient privilégiés lorsque la conjoncture était meilleure. Ce mode d'organisation de puissance, modèle fordien, apparaît rigide et dangereux face à des incertitudes et des évolutions technologiques qui obligent à des compétences de spécialisation très innovantes. Ce mouvement de désintégration s'accompagne de restructurations internes et modifie profondément la relation entre la firme et les fournisseurs. Appliquée à la mixité, la firme principale relèverait ici du secteur public et de son mode traditionnel d'organisation sur un modèle centralisé intégrateur et pyramidal. Il serait donc une organisation de puissance cherchant à tout contrôler de l'amont à l'aval aussi bien sur le plan administratif que technique et managérial. Acceptable dans un environnement placide à niveau technologique stabilisé, et dans un certain contexte socio-culturel, un tel modèle implose véritablement lorsque l'environnement est turbulent, lorsque le transfert des informations s'accélère, mais aussi lorsque les acteurs expriment le besoin de voir leurs responsabilités définies en termes de leurs compétences.
Dans la relation entre le donneur d'ordre et le sous-traitant en donnant à ces termes une interprétation managériale et non pas strictement juridique, une problématique particulière est celle du degré de liberté et du pouvoir de décision du second. Ou bien, il s'agira d'un agent d'exécution qui recevra des ordres précis et sera contrôlé sur leur exécution stricte, ou bien, il s'agit d'un agent d'interprétation qui se verra plutôt confier une mission qu'une tâche, qui sera contrôlé surtout sur les objectifs atteints plus que sur les modalités d'exécution des actes y conduisant. Dans le premier cas, la mixité est faible et, pour utiliser un langage d'actualité, on pourra dire que la parité est loin d'être respectée. Dans le second cas, il s'agit d'une nouvelle structuration organisationnelle et le nœud du problème sera de concilier la parité et l'unicité de décision. La mixité peut enfin être regardée non pas seulement en termes de structure, mais aussi en recherchant, toujours dans une démarche d'antonymie, les deux grands types de fonctionnement décisionnel. Cette approche s'inscrit dans une certaine évolution des sciences de gestion, fortement influencée par les travaux de H. Simon, qui s'intéresse au processus décisionnel et cherche à comprendre la manière dont un ensemble d'informations, perçues ou conçues, se transforme en une ou des décisions plus ou moins programmées. Cette approche met ainsi l'accent sur le décideur et appliquée à la mixité, pourrait être formulée ainsi. Le responsable d'une organisation mixte est-il lui-même un décideur mixte ? On peut évoquer le cas particulier suivant. Lors d'une privatisation, par exemple d'une banque nationalisée, le décideur acquiert-il un processus décisionnel privé, en particulier s'il reste le même ? Ned Herman, dans ses travaux orientés sur la structure du cerveau, Creative Brain 1988, traduit en français en 1992 sous le titre « Les dominances cérébrales et la création ». Après avoir distingué lors du processus décisionnel des niveaux d'utilisation du cerveau, d'évitement, de dilettante, d'expertise, de systématique et des grands domaines d'activité, la logique, l'organisation et l'apostrophe affectif et la création, en arrive, grâce à des questionnaires dits HBDI, Human Brain Dominance Instrument, à définir 4 cadrans cérébraux au sens métaphorique et non biologique. Pour simplifier et faire apparaître le dilemme de la mixité, il est intéressant d'en retenir 2 respectivement appelés B et D, et qui caractériseraient 2 types de préférences dans le traitement de l'information. Le mode B, fondé sur le rôle du contrôle, de l'analytique, de la planification et de l'organisation administrative, serait celui de l'administrateur auquel correspondraient 80% des dirigeants privés français. Le mode D, fondé sur le rôle de la créativité, voire artistique, du synthétique, du global et du conceptuel, serait celui de 80% des dirigeants privés américains. La mixité est-elle le mélange de ces 2 types, si l'on accepte de prolonger le modèle de Ned Herman en appelant le modèle B celui de l'administrateur et le modèle D celui de l'entrepreneur ? Cette présentation permettrait aussi de rendre compte de certains travaux sur l'entrepreneuriat et en particulier de distinguer 2 types de relations objectifs-moyens, des 2 types B et D. Quel est celui qui rejoint les types de relations opposées entre les objectifs et les moyens ? S'il s'agit d'une organisation marchande, les objectifs sont contraints par les moyens et ressources disponibles alors que dans une organisation non marchande, les objectifs préexistent en tant que volonté politique qui doit rechercher les moyens d'y parvenir. Un bon exemple est celui de l'aide internationale au développement. Resterait à découvrir lequel des 2 fonctionnements est le plus performant. La réponse, ou la recherche de réponse, nous orienterait vers des travaux en ressources humaines qui donneraient un nouvel éclairage à la mixité. Un document officiel concernant les SEM sur le site de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte précise. La direction générale est la clé de voûte de la SEML. Quelle que soit la solution retenue par le conseil d'administration, le rôle du directeur est essentiel. Homme de synthèse et manager, il est la cheville ouvrière du système qui permet de traduire un projet politique en commande technique tout en garantissant à la collectivité un contrôle régulier de la mise en œuvre. L'intervention des SEM se fait dans le respect des règles de la gestion et de la comptabilité privée, et sous le contrôle d'instances publiques. La gestion du personnel, terme qu'un spécialiste de ressources humaines trouverait un peu vieillot et administratif, relevant du droit privé, offre souplesse, adaptabilité et professionnalisme. Elle peut être motivante.
On peut imaginer à contrario les réactions d'un syndicat de fonctionnaires. Adams distingue 4 catégories de hauts fonctionnaires. Les grands commis soucieux de développer le bien-être, dans la grande tradition décrite dans les vieux manuels de la science administrative française. Il serait jacobinisme oblige, exceptionnellement présent dans les municipalités. Les arrivistes soucieux de maximiser pouvoir et prestige. Ils sont rares au sein des communes, où leur succès contribue principalement à la renommée des politiques. Les zélateurs aux caractéristiques mixtes, décidément, serviteurs zélés des programmes fixés à prérogatives constantes. Ce sont les meilleurs apôtres du changement managérial. Ils seraient en nombre insuffisant. Les partisans, ils souhaitent maximiser le pouvoir de l'administration pour mieux servir les clients tel au moins qu'ils conçoivent la satisfaction de ces derniers. Ils tendent le plus souvent vers l'impérialisme bureaucratique. Pour comprendre la mixité, la principale classification n'est-elle pas celle qui, d'un côté, regrouperait les élus et des managers désireux d'améliorer l'efficience de la gestion communale et animés par un esprit dit esprit d'entreprise, d'un autre côté des salariés et des syndicats attachés à une culture administrative, ou alors la clé de la distinction n'est-elle pas une question de formation et de culture des uns et des autres? Dans un article publié dans Le Maire Entrepreneur, Jean-Pierre Aline écrivait : les maires des grandes villes sont de plus en plus des professionnels de la politique. Rien d'étonnant qu'ils véhiculent la culture diffuse de marché, qui est celle des grands serviteurs de l'État. Faut-il rappeler que l'ENA est de fait devenue une business school? C'est une question clé, étant entendu qu'il faut étendre cette réflexion à la formation en général des fonctionnaires. Il est possible de nuancer une telle présentation. En raison de la formation initiale des candidats. En raison de l'enseignement, contenu des cours, rôle des stages, de la mobilité et de la docimologie utilisée. En raison des vices révélés par le pantouflage. Dans une perspective dichotomique et sans doute un peu manichéenne, que serait dans ces conditions un entrepreneur? C'est un métier associé à une compétence, une responsabilité totale et immédiate qui vit dans un monde hétéronome à haut niveau de complexité. Ce monde est un monde concurrentiel à marché contestable, c'est-à-dire un marché où les entrées et sorties sont faciles, importantes et continues, où on ne possède, en raison de sa part de marché, qu'un pouvoir faible, un monde où règne la préférence pour une culture de finalité et pas seulement de résultats. En plaisantant, on comprend que von Thunen expliquait qu'un entrepreneur fait beaucoup de cauchemars. Le directeur d'une SEM fait-il des cauchemars? La réponse est heureusement négative. Mais les entrepreneurs en font-ils vraiment? La réponse est malheureusement négative. En conclusion de ce regard volontairement éloigné des sentiers habituellement parcourus par les spécialistes des SEM, celui tiré des études en théorie des organisations qui étudient la mixité dans une société, on peut soulever 2 questions qu'il faudrait approfondir. La première est tirée d'une réflexion d'un sociologue. Nous sommes constamment tentés d'étayer, de restaurer des structures, plutôt que de remettre en question leur finalité et leur authenticité. Ivan Illich, 2004, page 91. La seconde est un espoir ou une inquiétude, c'est selon. La théorie de la contingence de Weck appliquée à notre problème de mixité conduirait à nous faire craindre que des comportements éventuellement entrepreneuriaux, des responsables de SEM n'imprègnent trop ceux des élus. Enfin, la mixité des approches opposerait celle des juristes à celle des gestionnaires. La rigueur, la précision, les textes pour les uns, le flou, l'imprécis, le terrain pour les autres. Il faut souhaiter qu'une véritable interdisciplinarité permette, dans le futur, d'échapper à l'approche proposée qui risque de manquer, à l'évidence, de nuances. Bibliographie indicative. ALLINNEJP, 1997, Le maire, l'État, le marché. Jalons pour une lecture conventionnaliste de l'intervention économique des communes, dans Le Maire en repreneur, édité par Le Deffer et Rigal J.J., Pup. Deremoa, 1998, Théorie des organisations, édition Management. DOWNSA, 1967, Inside Bureaucracy, Boston, Little Brown. Fédération des sociétés d'économie mixte, voir www.federationdesem.org/. Informations juridiques et techniques destinées aux professionnels et à leurs partenaires, actualité des SEM et un annuaire.
Hermann N. 1992, Les dominances cérébrales et la créativité, Paris, édition. Ray. Illichi 2004, œuvre complète tome 1 Fayard. Le Duff R. Dire, 1999, Encyclopédie de la gestion et du management, pour les mots, firme, réseau, décision, pouvoir, contingence, théorie des organisations, Dalloz. Morgan G. 1989, Images de l'organisation, les presses de l'Université Laval, édition SK. NISKANENWA Junior, 1994, Bureaucracy and Public Economics, New York, Édouard Elgar. Rojo J. Bergman A. 1989, Comportement et organisation, Vuibert. Simon H. 1983, Administration et processus de décision, Economica. Weck K. 1979, The Social Psychology of Organization, édition Addison Wesley. Le concept d'économie mixte en droit. Frédéric Antonat. Le droit, en tant que discipline et science, raisonne traditionnellement de manière manichéenne et binaire. Public-privé, intérêt général, intérêt particulier, droit administratif, droit civil, etc. À chaque distinction correspondent des règles, un régime, des particularités, une autonomie. Notre système juridique s'est toujours construit sous cette logique. Mais comme l'affirmait très justement le doyen Carbonnier, le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. On observe en droit de plus en plus de cas ambigus, litigieux. Le juriste aime les plans en deux parties, mais il devient de plus en plus nécessaire de permettre l'élaboration de plans en trois parties. L'économie mixte est la parfaite démonstration de cette idée. Si l'on a toujours de nos jours une certaine difficulté à encadrer le concept d'économie mixte en droit, c'est qu'il représente une évolution vers un droit de nature hybride. L'économie mixte est une idée transversale, que l'on retrouve dans de nombreuses disciplines et sciences comme l'économie, la science politique et la science juridique. On peut poser un principe de base. L'économie mixte peut schématiquement être définie comme la participation d'une personne publique à une forme privée pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Cette démarche même portait atteinte à la sacro-sainte dichotomie public-privé. Dans la genèse de l'économie mixte, on a pu noter une différence entre l'économie mixte nationale et l'économie locale. L'économie mixte, née des faits, a été systématisée par le droit, opérant une cristallisation des faits sociaux. Mais elle est également pour lui, un apport indispensable pour se régénérer. D'un point de vue juridique, il y a toujours eu une certaine méfiance de la part du juriste vis-à-vis de cette technique de gestion de l'action publique, car derrière cette technique se trouve une démarche juridique qui tente à redéfinir les cadres juridiques classiques de 1. Un instrument juridique controversé au service de la décentralisation, l'économie mixte par le droit. Après une reconnaissance progressive par le droit, l'économie mixte s'est affirmée comme élément principal du mouvement de décentralisation, avec toutes les difficultés qui ont pu en découler, l'hésitation dans l'utilisation de cette technique. On note une reconnaissance de l'économie mixte locale par rapport à l'économie mixte nationale. Cette reconnaissance s'est faite avant même la reconnaissance de la notion d'entreprise publique. L'économie mixte trouve ses racines en Allemagne, dans le concept de Gemischte Wirtschaft, qui peut être traduit par l'expression économie mélangée. On en trouvait des exemples concrets dès la fin du XIXe siècle. C'est ainsi que les juristes du début du XXe siècle ont principalement étudié des institutions d'économie mixte présentes en Alsace-Lorraine, voir à cet égard les thèses de Jules Stadt, Pierre-Olivier Lapie, Alexandre Bray. L'économie mixte est ici envisagée exclusivement comme une technique de gestion de l'activité publique, dans des conditions plus souples que ne le permettait le droit administratif. L'économie mixte nationale était envisagée, selon Jean Kerninon, comme alternative au règne absolu du marché. Nous nous trouvions alors à l'époque des premières remises en cause des théories classiques. Dès ses origines, les juristes relevèrent la particularité de cette technique et lancèrent avec prudence l'idée d'une réglementation. Ainsi, Louis Roland en 1924, dans son rapport à la Société d'études législatives de 1924, montrait sa réticence vis-à-vis de cette technique d'économie mixte, qui pouvait représenter une menace de mainmise de l'activité. Néanmoins,
Il admettait que la pratique par les personnes publiques était telle qu'il était impossible de laisser un tel vide juridique, le droit étant censé cristalliser l'évolution sociétale et les faits sociaux. Un projet de loi sur l'État actionnaire était d'ailleurs annexé à cette démonstration. Cette proposition est cependant restée sans suite immédiate. D'autant que l'idée d'un service public entièrement géré sous les conditions du droit privé avait fait son chemin, notamment avec le développement du service public industriel et commercial. Néanmoins, on poussait ici la logique plus loin. La personne publique ne déléguait plus, elle rentrait dans une structure privée à part entière afin d'accomplir sa mission d'intérêt général. Dès lors, pour paraphraser Maurice Horiou, on nous changeait effectivement notre état. Les équations successives qu'avaient connues les juristes se trouvaient bouleversées. La personne publique gérant un service public soumis à un régime de droit public, la personne publique agissant comme personne privée pour un service soumis au droit privé. L'économie mixte associe une personne publique et privée au sein d'une même structure pour une mission d'intérêt général. Mais cela restait, dans l'esprit binaire du juriste de l'époque, une exception. Comme le rappelle Bertrand Dumaret, le principe général est la gestion publique et l'exception, le droit privé. Nous étions encore marqués par l'idée d'un État minimum, cantonné à ses prérogatives régaliennes. De la même manière, la liberté du commerce et de l'industrie étant un principe reconnu par le droit positif, ainsi que par la jurisprudence, celle du socialisme municipal, symbolisée par l'arrêt du Conseil d'État, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers de 1930, il ne pouvait y être attenté que si l'initiative privée était défaillante et que cette mission présentait un caractère d'intérêt général. Cet encadrement démontre les réticences à voir le développement abusif de l'économie mixte. Ainsi, si celle-ci se développa dans les faits dès le début du XXe siècle, il fallut attendre quelques années pour qu'elle fasse l'objet d'une systématisation et d'une consécration. Les premières législations concernant la participation des communes et des départements à des sociétés survinrent certes dès le début du XXe siècle. La loi Strauss sur les sociétés anonymes d'habitation à bon marché, la loi Ribot du 10 août 1908 réglementant la participation de ces collectivités aux sociétés de crédit immobilier. La première réglementation explicite sur l'économie mixte survint quelques années plus tard. Les décrets Poincaré de novembre et décembre 1926, qui permettent aux communes de participer à des entreprises privées dans un but d'intérêt général. Ces dispositions prennent place dans un texte plus large relatif à la déconcentration et à la décentralisation. À cette époque est née la première prise en compte par le droit de l'efficience et de la rentabilité dans l'action de la personne publique. L'interventionnisme étatique s'est largement développé au cours de la crise des années 1930. Dans l'immédiat après-guerre, en 1946, il est devenu indispensable pour l'État de concourir à la reconstruction en intervenant dans l'économie, directement ou indirectement. Dans l'inventaire Schuman, effectué pour comptabiliser les participations des personnes publiques à l'activité économique, on distingua 3 catégories d'entreprises publiques. Les offices industriels et commerciaux, les entreprises nationalisées, les SEM. Cette reconnaissance d'une catégorie réelle des sociétés d'économie mixte, distinctes des autres entreprises publiques, réaffirmait la nécessité de légiférer en la matière et de créer un statut pour les institutions d'économie mixte. Le décret du 20 mai 1955 a étendu le domaine d'intervention des communes, notamment en matière économique et sociale, par le biais d'exploitation directe ou de participation dans des organismes ou entreprises ayant pour objet la mise en place de projets ayant l'intérêt public. Il fallut attendre le début des années 1980 pour que l'économie mixte fasse l'objet d'une consécration législative officielle et d'un statut général, la loi n° 83/597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. Plusieurs législations sont liées directement ou indirectement à l'économie mixte. La loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public. La loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001. À cela s'ajoute la loi Administration territoriale de la République, ATR du 6 février 1992, ainsi que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU du 13 décembre 2000,
qui font référence à l'économie mixte dans leurs diverses applications. Les principales réformes relatives à l'aménagement du territoire contiennent des dispositions concernant l'économie mixte. À la suite de problèmes pratiques que posait la loi de 1983, et au regard des activités des collectivités locales, a été mise en place une nouvelle législation sur les sociétés d'économie mixte. La loi numéro 2002-01 du 2 janvier 2002, réglementant les sociétés d'économie mixte locales. Il est à noter néanmoins que ces lois ne concernent que l'économie mixte locale, l'économie mixte nationale n'étant toujours pas à ce jour pourvue d'un statut général. De plus, ce texte porte sur les sociétés d'économie mixte, mais non pas sur l'économie mixte en général. Or, comme nous le verrons ultérieurement, elle dépasse largement le cadre de cette simple institution. Du fait du manque d'encadrement clair, il a été difficile pour les juristes de véritablement circonscrire le concept d'économie mixte. La doctrine juridique a tenté de le définir. Selon Oriou, le concept de l'économie mixte consiste en une collaboration entre administrations et particuliers pour la gestion d'entreprises publiques en faisant usage des méthodes du droit privé et spécialement, du procédé des souscriptions d'actions. Le professeur Delvolvé définit ainsi la société d'économie mixte, institution dans laquelle sont réunis capitaux publics et capitaux privés. Les professeurs Linotte, Romy et Mestre, quant à eux, donnent la définition suivante: sociétés de droit privé au sein desquelles se réalise une coopération de capitaux publics et privés sous le contrôle étroit de l'État ou d'une collectivité locale. Dans un premier temps, elle fut résumée à une forme institutionnelle, la société d'économie mixte. Il était nécessaire de définir un seuil de participation de la personne publique pour conférer à une institution ou à une relation le label « économie mixte ». Il est assez communément admis par la doctrine que la participation majoritaire de la personne publique à l'institution permettait de lui donner cette qualification. Néanmoins, on peut estimer que des relations entre les partenaires publics et privés au sein d'une institution, sur lesquelles la personne publique dispose d'un pouvoir prédominant, peuvent également répondre à cette appellation, même si la personne publique ne détient pas la moitié du capital, exemple d'ESM gérant des remontées mécaniques. Mais la présence de la personne privée est néanmoins indispensable pour que l'on parle d'économie mixte, car cette technique ne doit pas être entendue comme un masque de la puissance publique. Il doit s'agir d'une démarche particulière, basée sur la collaboration des deux acteurs. Néanmoins, deux autres conditions semblent être exigées. L'appartenance au secteur public, qui constitue une sphère plus large que celle des entreprises publiques. Le critère matériel, l'accomplissement d'une mission d'intérêt général, cette mission étant au départ du moins entendue comme un service public d'ordre industriel et commercial. On se heurte à une difficulté d'encadrement de la notion. Raymond Barre estimait pour sa part que toute économie est une économie mixte car elle nécessite l'intervention de l'État. Cette conception extensive et maximaliste ne saurait être retenue en droit, car elle supposerait une mainmise du droit public sur l'ensemble de l'activité économique. Peut-on considérer qu'il s'agisse d'une entreprise publique, d'un établissement public ? L'incursion de la personne publique dans les activités privées est toujours perçue comme un flottement. La notion a tenté d'être cernée par la jurisprudence. Les juges, administratifs et judiciaires, ont encadré l'économie mixte par diverses décisions. Citons, entre autres, la décision du Conseil d'État, de l'ARA, dans laquelle le juge reconnaît la légitimité d'une SEM communale, la décision Société-entreprise Perrot, du Tribunal des conflits, qui établit un lien entre la société d'économie mixte et la notion de mandat, ou encore l'arrêt du Conseil d'État commune de Clairvaux-d'Aveyron de 1994, qui permet l'encadrement de l'activité des SEM en fonction de la présence d'un intérêt général. CE, préfet de la Haute-Saône, 7 mars 2003. Le juge administratif annula l'alinéa 3 de l'article 7 du Code des marchés publics, qui disposait que les principes de soumission à la concurrence ne s'appliquaient pas aux mandataires de la personne publique. On note donc une volonté claire de mettre les sociétés d'économie mixte sur le même plan que des sociétés classiques. Nous pouvons voir que la jurisprudence encadrant l'économie mixte naît, d'un strict point de vue temporel, à la même époque que la doctrine dite du socialisme municipal, époque où l'intervention économique des collectivités prenait son essor.
Le juge des comptes exerce également un contrôle sur les activités des institutions d'économie mixte. Il a ainsi stigmatisé à plusieurs reprises dans ses rapports publics les problèmes de gestion nés de ce type de relation. D'après ces éléments, nous pouvons déduire que la formule de l'économie mixte fut source de suspicion en matière juridique, car elle sous-entendait de la part de la personne publique une action qui ne relevait pas de sa substance même. De plus, on a pu assister à certains abus, donnant parfois de l'économie mixte une idée de paravent de la personne publique davantage qu'une nouvelle forme d'action concertée. Néanmoins, l'économie mixte a trouvé son essor dans le mouvement de décentralisation, auquel elle est indéfectiblement associée. Une économie mixte au service de la décentralisation, et les problèmes en résultant. On peut tout d'abord noter une concordance idéologique et temporelle entre les réformes de l'économie mixte et celles de la décentralisation. Ainsi, la loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation faisait explicitement référence à l'économie mixte en précisant qu'elle fera l'objet d'une législation particulière. La loi du 7 juillet 1983 fut adoptée à l'unanimité par les deux assemblées. Monsieur Paul Giraud, dans son rapport relatif à la réforme des SEML de 2002, rappelait clairement le lien qui existait entre l'économie mixte et le processus de décentralisation. Les SEM ont largement diversifié leurs activités, tourisme, aménagement, transport. L'action des collectivités locales a amené le législateur et le juge à prendre davantage en compte les considérations économiques pour l'édiction de normes. L'économie mixte se retrouve ainsi à plusieurs niveaux. Les marchés publics. Les institutions d'économie mixte ont des activités diversifiées, mais elles sont principalement utilisées par les personnes publiques pour accomplir des missions d'aménagement. L'arrêt du Conseil d'État du 7 mars 2003, préfet de la Haute-Saône, indique l'annulation d'une disposition du Code des marchés publics qui prévoyait que les entreprises exerçant la mission de mandat n'étaient pas soumises aux obligations de mise en concurrence. Le Conseil d'État a estimé que les personnes privées exerçant un mandat pour le compte de la personne publique n'étaient pas soumises à un régime dérogatoire. L'idée du mandat assumé par la SEM avait déjà posé un problème au juge. Dans la décision du tribunal des conflits du 8 juillet 1963, Société-entreprise Perrault, où le contrat passé entre une société d'économie mixte mandataire de la personne publique et une entreprise privée se voyait qualifié de contrat de droit public. La délégation de service public. La personne publique actionnaire d'une institution d'économie mixte peut lui confier la gestion d'un service public. C'est un des cas les plus répandus de mode d'utilisation de la SEM. L'économie mixte pourrait être assimilée à un chaînon manquant entre la régie et la concession. L'utilisation par la personne publique de structures de droit privé entraîne une modification des techniques juridiques d'origine privée au profit de la personne publique. Les formes sont vampirisées. La SEM garde la structure de la société anonyme, mais pour certains aspects de son fonctionnement, on note quelques différences qui affectent son fonctionnement, comme les problèmes dus à la liquidation judiciaire, en contradiction avec le principe d'insaisissabilité des biens. L'action de l'économie mixte dans le processus de décentralisation conduit à s'interroger sur l'idée d'une régulation à l'intérieur même de la sphère économique. En se plaçant sur le marché, la personne publique effectuerait une sorte de régulation de l'intérieur de l'activité économique. L'adaptation de l'économie mixte au processus de décentralisation tient à la nature hybride de la collectivité locale. On se référera ici à la thèse de Mathieu Dohat, qui démontre que la notion de collectivité locale s'est structurée autour de l'idée même de marché, et que la mission de l'institution collectivité locale est de réguler et d'optimiser l'essor de ce marché. L'économie mixte représenterait ici un moyen d'accomplir cette mission. La place de l'économie mixte dans le processus de décentralisation entraîne néanmoins des lacunes juridiques dues à la conciliation d'un intérêt général dans un cadre privé. Les problèmes sont les suivants. Problème de l'attribution des aides communautaires. Peut-on considérer que les sociétés d'économie mixte sont des personnes privées ou publiques autonomes, ou bien ne sont-elles que des démembrements de la personne publique principale ? Question de l'application des procédures de droit privé aux personnes publiques. La liquidation. La saisie des biens est-elle applicable pour les personnes publiques ?
Il semble que la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire s'applique au SEML. La jurisprudence commerciale va en ce sens. La SEM est soumise à la loi sur les sociétés commerciales de 1966. Elle reste donc avant tout une personne privée. Mais peut-on saisir les biens d'une collectivité ? Ces éléments nous amènent à nous interroger sur la question de l'intercommunalité. En quoi le transfert de compétences d'une collectivité locale à un établissement intercommunal affecte-t-elle son implication dans l'institution d'économie mixte ? Ces problèmes sont d'autant plus prégnants que la loi sur les sociétés d'économie mixte locale de 2002, attendue comme une réforme de fond, n'a pas répondu aux attentes. Elle a pris en considération des problèmes récurrents, incompatibilité des fonctions entre élus locaux et directeurs de la SEM, responsabilité, etc., mais n'a pas affirmé un statut stable pour cette institution. Ces hésitations peuvent s'expliquer par le fait que l'économie mixte dépasse le simple cadre d'une technique juridique, et que derrière elle, se dessine la vision d'un changement de paradigme juridique. 2. Une pérennisation révélatrice d'une évolution des sphères du droit, l'économie mixte pour le droit. L'économie mixte, que l'on pouvait à l'origine, assimiler à une participation de la personne publique à une structure privée pour une mission d'intérêt général, s'est largement diversifiée et se retrouve, explicitement ou implicitement, dans de nombreuses branches d'action de la personne publique, et l'on peut considérer l'économie mixte comme une vision prospective de la future évolution du droit public, à une diversification des formes d'économie mixte. À côté des institutions portant nommément le nom d'économie mixte, on peut trouver des formes d'intervention de la personne publique répondant aux mêmes caractéristiques mais non dénommées expressément comme telles. Il est à noter que certaines de ces institutions sont des personnes publiques, d'autres des personnes privées. On peut distinguer traditionnellement deux types d'économie mixte. L'économie mixte institutionnelle. La collaboration des acteurs se déroule au sein d'une structure définie, société privée, association. L'économie mixte conventionnelle. La collaboration s'effectue par le biais de liens contractuels, partenariat public-privé, contractualisation des rapports entre les différents acteurs de la vie économique et sociale. 1. L'économie mixte institutionnelle. La société d'économie mixte, SEM, considérée comme la représentation la plus importante du concept d'économie mixte, associe des partenaires privés et publics au sein d'une structure privée, une société anonyme, très rarement une SARL. On dénombrait, en 2003, 158 SEM en France. Cette institution est encadrée par la loi du 2 janvier 2002 relative aux sociétés d'économie mixte locale. Les groupements d'intérêt public, GIP, mis en place par la loi du 15 juillet 1982, article 21, sur la programmation pour la recherche et le développement technologique sont quant à eux, des personnes publiques. Ils occupent un prisme très large d'activités. On peut citer notamment des GIP secteur technologie, des GIP enseignement supérieur, des GIP en matière d'environnement, des GIP en matière culturelle. Les associations à vocation économique, enfin, ont une forme qui, selon les mots du professeur Delvolvé, leur permet d'échapper aux rigidités du droit public et spécialement de la comptabilité publique. De la même manière, ces associations sont librement constituées et organisées par les particuliers, elles n'ont à faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration que pour bénéficier de la personnalité morale. De la même manière, elles relèvent d'une liberté constitutionnelle reconnue. À côté de ces formes institutionnelles, la démarche de l'économie mixte se retrouve sous une forme conventionnelle. 2. L'économie mixte conventionnelle. L'économie mixte exerce une influence sur l'évolution de l'action administrative. On se dirige vers une plus grande concertation, que révèlent les dernières avancées législatives en matière de simplification du droit et de partenariat public-privé, entendu davantage ici sous l'acception donnée par le droit communautaire. On se rapproche d'une technique plus consensuelle d'action publique. L'apport du concept de l'économie mixte est de montrer la nécessaire prise en compte par l'éditeur de normes, de l'aspect économique et social qui entoure la création de cette dernière. La question de l'intérêt financier de la collectivité est essentielle,
si l'on veut considérer l'ensemble de l'activité administrative de manière satisfaisante. Elle indique également la place de la concertation dans l'édiction des normes. Cette démarche permet de se familiariser avec une autre manière d'édicter la norme. Ce concept entretient un lien étroit avec celui de droit public économique. Le droit administratif connaît une grande évolution du fait du droit de la concurrence. On observe une plus grande prise en compte des activités économiques par la personne publique. Mais plus que toute autre chose, il réaffirme que les frontières entre les disciplines ne sont plus étanches. Il indique un changement de paradigme. La distinction public-privé, élément fondateur de notre système juridique, voit ses fondations ébranlées de toutes parts. B. Une nouvelle conception des rapports publics-privés. Nous devons nous interroger sur l'utilisation par la personne publique de cette technique de gestion. Est-ce un instrument de domination indirecte sur la personne privée, ou le début d'une nouvelle forme de régulation et d'édiction des normes? On serait alors en face d'un abandon de l'unilatéralité de la norme, pour se diriger vers une plus grande concertation entre les acteurs de la vie économique et sociale, un passage de la pyramide au réseau, comme l'affirment les professeurs Rost et Van de Kerkhove. On assisterait dès lors à une colonisation du monde vécu, selon les mots de Jürgen Habermas. L'économie mixte peut se résumer à ce principe, une forme de droit privé pour un fonds de droit public. Mais c'est également, autant qu'une technique, une démarche de politique publique, un prisme dans lequel on retrouve toute l'évolution administrative depuis les années 80. On se reportera ici aux arrêts du juge administratif, Ville de Pamiers, ou encore Million et Marais. L'économie mixte, dans sa démarche, se retrouve ainsi au centre de l'activité de la personne publique. L'économie mixte rappelle les liens étroits existants entre le droit et l'économie. De la même manière, il existe un lien très fort entre l'économie et la décentralisation, cette tendance étant d'inspiration libérale. L'économie mixte correspond au mieux aux nécessités de la décentralisation. De la même manière, les institutions privées sont motivées par des considérations différentes de personnes publiques, opposition intérêt général-intérêt particulier. Le développement de ces techniques indique l'évolution de cette notion d'intérêt général, davantage axée sur les questions économiques et financières. On parlerait dès lors d'un intérêt financier, et non plus d'un intérêt général. C'est une lente évolution de la notion d'intérêt général. Les institutions privées sont-elles transcendées par la présence d'une personne publique? Si nous prenons l'exemple de la société anonyme, ce merveilleux instrument du capitalisme, selon le doyen Ripper, voit-elle ses fondements évoluer au contact de la personne publique? Cette démarche est très importante, car elle peut signifier une évolution dans la production de la norme juridique, non plus basée sur l'unilatéralité, mais sur la concertation. Le droit administratif s'est structuré autour de plusieurs idées et concepts fondateurs. Le service public, l'intérêt général. L'économie mixte permet d'en donner une vision moderne, davantage axée sur l'efficience et l'économie. L'idée d'un État entrepreneur représente une mutation de la personne publique. Toutes les évolutions de l'économie mixte soulèvent de nombreuses questions, d'ordre plus général. La personne publique, impliquée dans un processus d'économie mixte, reste-t-elle la personne publique? La forme contractuelle et partenariale de cette technique ne révèle-t-elle pas malgré tout une prédominance de la personne publique? Est-ce de la domination indirecte? Albert Mahé, président de la Fédération nationale des SEM, estime qu'il n'y a pas d'idéologie dans l'économie mixte. Si l'on ne peut parler d'idéologie de l'économie mixte, l'utilisation de ces techniques par les acteurs sociaux entraîne des conséquences sur le droit qui dépassent la simple technique juridique, car le droit représente bien plus que le droit lui-même. Est-ce du libéralisme ou de l'encadrement? L'économie mixte constitue-t-elle une nouvelle forme de planification? Assistons au retour de l'économie concertée? Nous pouvons nous interroger sur le caractère postmoderne de l'économie mixte. André Oriou parlait de droit administratif de l'aléatoire. En ces temps de déstructuration de la pensée juridique, l'économie mixte nous interroge sur le fait de savoir si la distinction public-privé est de nature purement idéologique, piétinée par un pragmatisme nécessitant la navigation du navire à la lisière de ces deux droits. L'idée d'un droit économique fait son chemin,
l'économie mixte, souvent présentée comme une troisième voie possible, semble en être la concrétisation. Si tel est le cas, c'est toute la structure de l'enseignement juridique qui est à revoir. Le concept de société d'économie mixte en économie. Hubert Jaillet. L'objectif de cette communication est de préciser, pour un public qui n'en est peut-être pas familier, un certain nombre d'angles d'approche auxquels l'économiste peut recourir quand il s'intéresse à un sujet, la société d'économie mixte, qui n'est pas au départ un sujet économique. Je ne rentrerai pas, en tant qu'économiste, dans les fondements des justifications de ce qu'est une société d'économie mixte, ne serait-ce que parce que derrière ces fondements il y a des structures institutionnelles, pour l'analyse desquelles l'économiste n'est pas forcément le plus compétent. Pour trouver ces angles d'approche, on peut partir de la question suivante. Que peut dire un économiste sur la pertinence du choix d'une structure du type économie mixte par rapport au choix d'autres structures? Pour y répondre, il faut analyser les conséquences du choix de mettre en place une société d'économie mixte et essayer de voir comment on peut confronter celle-ci avec d'autres structures institutionnelles qui pourraient éventuellement lui être substituées. Si un élu a une opération d'aménagement à faire, il peut mettre en place une société d'économie mixte, mais il peut éventuellement gérer cette opération d'aménagement de manière tout à fait différente, par exemple en déléguant cette opération d'aménagement à des opérateurs privés, suivant des règles à définir, ou en rétrocédant les zones concernées au secteur privé, laissant ce dernier opérer en lui fixant quelques règles à satisfaire. Sur quelle base peut-on dire que le choix d'une forme de société d'économie mixte est mieux adapté que d'autres? Avant de voir comment répondre à cette question, il faut faire un bref rappel de la manière dont les économistes positionnent aujourd'hui leur démarche scientifique. Vis-à-vis de l'extérieur, les économistes apparaissent souvent comme des fanatiques du marché. Ils sont cependant loin d'être unanimes sur ce sujet. Après un certain nombre d'évolutions extrêmement importantes qu'a connues l'analyse économique depuis une cinquantaine d'années, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que les économistes s'intéressent à la répartition et à l'utilisation des ressources rares, et qu'ils abordent ce sujet en analysant comme des agents économiques qui ont à répartir et à utiliser ces ressources rares réagissent à des mécanismes incitatifs, c'est-à-dire des mécanismes qui vont les pousser à faire certains choix de répartition plutôt que des autres. On peut alors définir l'économie comme la discipline qui analyse les mécanismes économiques déterminants des interactions sociales entre agents, ou plus exactement celle de ces interactions qui affectent la répartition et l'utilisation des ressources économiques. Ce qui va conduire l'économie à ne pas se limiter à l'étude des marchés, et à aborder un certain nombre d'autres institutions. L'exemple de la gestion des biens fonciers illustre bien ce point. Dans ce domaine, en choisissant l'approche économique considérée comme la plus traditionnelle, on s'intéresse au marché foncier. Et de fait, c'est bien l'institution la plus analysée par les économistes, qui le connaissent un peu mieux que d'autres, du moins dans sa version élémentaire. Des prix s'y forment, qui servent de signaux aux agents économiques, en fonction desquels les agents économiques vont effectivement prendre leurs décisions d'allocation de ressources. C'est un système dans lequel les interactions sociales existent mais se réduisent à peu de choses. Les agents acquièrent à des prix qui sont eux-mêmes le résultat du fonctionnement collectif du marché et chacun affecte son bien à l'utilisation la plus rentable. La production d'un bien agricole plutôt que d'un autre, un usage agricole plutôt qu'un usage d'habitat, ou l'inverse. Il n'y a ni décision collective, ni interaction directe entre décisions. Cependant, s'intéresser au seul marché relève d'une vision qui reste très restrictive. Les économistes s'intéressent à beaucoup d'autres mécanismes, en particulier à un certain nombre d'interactions présentes sur les marchés, mais qui ne sont pas forcément de nature mercantile. Un certain nombre d'entre elles sont de nature institutionnelle ou de nature contractuelle. Le cas le plus simple est celui d'interactions contractuelles, régulées par un contrat qui précise les droits et obligations de chacun. Ces droits et ces obligations façonnent évidemment les interactions entre agents économiques et apportent des incitations spécifiques qui peuvent différer de celles du marché. Un exemple typique d'interactions contractuelles, qui ont été analysées par les économistes, est celui des contrats de fermage et des contrats de métayage. Il est vrai que les contrats de métayage ne sont plus aujourd'hui quelque chose de très fréquent.
Mais ils ont quand même beaucoup existé dans le passé. Or, il n'est pas indifférent pour un propriétaire et un exploitant agricole non propriétaire de passer un contrat de fermage plutôt qu'un contrat de métayage. Les enjeux ne sont pas seulement sur le plan juridique, mais les deux systèmes ont des impacts différents sur les incitations que chacun a finalement d'utiliser les ressources qu'il a à sa disposition. De plus, fermiers et métayers diffèrent quant à la nature et au volume des informations qu'ils ont intérêt à échanger entre eux, notamment les informations sur les conditions climatiques, le fonctionnement des marchés des produits agricoles et des facteurs de production intermédiaires de l'agriculture. On a donc une première question, celle des conséquences du choix d'un type d'institution sur les mécanismes incitatifs qui sont à l'œuvre dans la production et la répartition des richesses. Pour analyser cette dernière, les économistes combinent deux concepts qu'il est bon de préciser rapidement pour voir comment nous les abordons. Les concepts d'efficacité et d'équité. Partons de la notion de l'efficacité. Pour mieux saisir comment les économistes l'abordent, le mieux est de dire quand ils considèrent qu'une situation n'est pas efficace. C'est le cas quand il est possible de l'améliorer en augmentant la satisfaction des uns, sans le faire au détriment des autres. Il y a derrière cette définition une idée d'unanimité. Est efficace une situation à partir de laquelle aucun changement ne peut être unanimement accepté, parce qu'il y a nécessairement des perdants. Et c'est en partant de là qu'on peut passer à la question de l'équité. Intéressons-nous maintenant au seul sous-ensemble des situations que les économistes vont considérer comme efficaces. Pour passer de l'une à l'autre, il y a nécessairement des gagnants et des perdants. S'il n'y avait que des gagnants, la situation de départ ne serait pas efficace. Et s'il n'y a que des perdants, la situation d'arrivée n'est plus efficace. En conséquence, le passage d'une situation efficace à une autre exige un arbitrage en faveur des uns et au détriment des autres. Pour reprendre une expression classique, cela vaut-il la peine de déshabiller Pierre pour habiller Paul ? La réponse à cette nouvelle question exige une problématique d'équité. Pourquoi un décideur politique devrait-il décider de modifier la répartition des ressources entre les agents, considérant qu'une répartition des richesses est meilleure qu'une autre ? Parce qu'il la considère comme plus équitable à efficacité égale. Sur ces bases, on peut retrouver le dilemme équité-efficacité familier des économistes. Si les situations A et B sont toutes deux efficaces, c'est parce que la première est jugée plus équitable qu'elle est donc préférable, mais on peut alors trouver des situations qui, si elles ne sont plus efficaces, restent préférables à B, qui est jugée moins équitable. Dans un monde parfait, la question ne se pose pas, car il est toujours possible de se positionner sur les situations efficaces et de trancher entre elles pour prendre la plus équitable. Mais comme le monde n'est jamais parfait, l'intervention publique va se traduire par des pertes d'efficacité et ces pertes d'efficacité peuvent être justifiées par des considérations d'équité. Quels arbitrages va-t-on faire dans ce domaine ? C'est avec cette grille de lecture que je vais aborder la question des sociétés d'économie mixte, et il me semble qu'on peut justement le faire en combinant trois angles d'attaque. Un premier angle d'attaque porte sur la question des ressources. Y a-t-il une spécificité des ressources utilisées ou produites par les sociétés d'économie mixte, et pour lesquelles ces dernières seraient plus particulièrement adaptées par les mécanismes incitatifs qu'elles mettent en œuvre, ou par le fait qu'elles permettent une allocation des ressources plus efficace ou plus équitable ? Un deuxième angle d'attaque porte sur la question des interactions internes. La société d'économie mixte, et c'est vrai pour l'immense majorité des agents économiques que nous analysons, sont des organismes composites. C'est vrai par nature, puisque la société d'économie mixte réunit par définition plusieurs partenaires, privés et publics, qui sont en interaction à l'intérieur de l'organisme. Ces interactions sont un facteur essentiel du fonctionnement d'un organisme comme la société d'économie mixte, et de sa gestion. Comment de ce point de vue comparer une société d'économie mixte à d'autres formes d'organisation ? Peut-on identifier des contextes dans lesquels la société d'économie mixte paraît plus adaptée que d'autres formes d'organisation ? Un troisième angle d'attaque porte sur la question des interactions externes. La société d'économie mixte n'est pas seulement un organisme composite. C'est également un organisme qui vient se confronter avec d'autres organismes qui vont eux-mêmes interagir avec d'autres organismes, d'autres agents économiques. De ce point de vue,
La forme institutionnelle qu'est la société d'économie mixte a-t-elle des modes d'interaction spécifiques avec les autres formes institutionnelles? Dans quel contexte paraît-elle de ce point de vue la plus adaptée? On retrouve finalement 3 grands champs de l'analyse économique. La première question nous oriente vers les champs liés à l'économie de la production et de la consommation. C'était ma première question. Avec la deuxième question, nous passons aux champs liés à l'économie des organisations. Enfin, avec la troisième question, nous abordons des problèmes relevant de l'économie de la concurrence. Pour rester bref, je vais simplement donner 2 rapides éclairages sur les 2 premières questions et je laisserai un peu de côté le troisième problème, qui paraît un peu moins important dans l'immédiat pour nous. Sur la question des ressources, y a-t-il des ressources pour lesquelles il y a une certaine spécificité qui justifierait l'intervention d'une société d'économie mixte? Premièrement, je pense qu'il faut avoir en tête la distinction que font les économistes entre biens et services publics et ce qu'ils appellent biens ou services privés. Ou encore, pour éviter une terminologie ambiguë, entre biens et services à usage collectif et biens ou services à usage individuel. Derrière cette distinction, on trouve l'idée grosso modo que les biens et services collectifs se distinguent par la possibilité d'un usage collectif, sans que l'utilisation par les uns se fasse trop au détriment de l'utilisation par les autres, et que de plus, bien souvent les droits de propriété ne sont pas définis ou définis de manière à ce qu'aucun agent ne puisse empêcher l'utilisation d'un bien par d'autres. Les biens privés sont au contraire, s'ils sont complètement privés, tels qu'un seul agent peut les utiliser, cet agent ayant un droit exclusif de définir qui accède aux biens et qui n'y accède pas. La question de l'intervention publique se pose d'abord pour les biens et services collectifs, parce qu'elle peut avoir dans ce contexte des justifications en termes d'efficacité. Un agent privé n'a pas forcément les bonnes incitations à produire de manière efficace un bien ou service collectif, parce qu'il ne tient pas compte dans ses propres décisions de l'usage fait par les autres agents économiques. Et c'est bien de manière privilégiée dans des aspects collectifs que l'intervention publique est la plus massive. De ce fait, ce n'est sans doute pas un hasard si on retrouve un certain nombre de sociétés d'économie mixte dans les opérations d'aménagement, dans lesquelles la dimension collective joue un rôle important. Cela ne suffit cependant pas à définir le créneau dans lequel mettre une société d'économie mixte, ne serait-ce que parce que ce créneau peut être aussi occupé par une intervention publique pure. Pourquoi une collectivité publique va-t-elle décider de ne pas réaliser elle-même entièrement la production d'un bien ou d'un service à caractère fortement public, mais mobilise à cette occasion des organismes privés? Un élément de réponse qu'il faut creuser tient à la nécessité de résoudre des problèmes de capacité productive et de savoir-faire. Il y a dans un certain nombre d'opérations le besoin à la fois d'une intervention publique et de la mobilisation d'un savoir-faire privé, soit parce que ce savoir-faire existe, soit parce qu'il peut se développer progressivement quand des opérateurs participent à plusieurs opérations d'aménagement, chaque opération contribuant à la création des savoir-faire et bénéficiant des transferts de savoir-faire accumulés à l'occasion d'autres opérations. Il y a là un point important, l'articulation d'une décision publique avec un savoir-faire privé. Quel mode d'articulation? Dans sa forme archétype, la société d'économie mixte réunit un partenaire public et un partenaire privé, voire plusieurs dans des opérations de production et de gestion. Est-ce le seul système institutionnel où cette articulation est possible? Non. Il en existe d'autres. Il existe des formes d'intervention publique dans lesquelles on remplace cette articulation institutionnelle par une régulation, ou par des contrats avec une délégation. La question est finalement de savoir quelles sont, de ce point de vue, les spécificités de chacune de ces formes. Les économistes ont peu à peu identifié le fait que l'information joue ici un rôle essentiel. La manière dont l'information est gérée quand des partenaires publics et privés ont sur une même opération des objectifs différents, c'est une justification de l'intervention publique. Si le partenaire public décide d'intervenir, c'est en raison de cette divergence d'objectifs. Elle peut avoir des conséquences en termes d'efficacité, parce que l'agent privé n'a pas les bonnes incitations pour faire des choix efficaces au niveau individuel, ou en termes d'équité parce que ces objectifs ne satisfont pas un certain nombre de critères d'équité qui sont pris en compte par le décideur public. Il faut alors trouver une manière d'imposer aux partenaires privés ses propres objectifs,
ou à tout le moins les infléchir dans la direction des choix de l'opérateur public. Mais comment ? La régulation pose des problèmes d'incitation. Si vous posez une règle, vous empêchez un agent privé d'atteindre ses objectifs. Au mieux, il va essayer de les contourner. Ce qui pose un problème d'incitation et un problème d'information. De quelles informations le partenaire public peut-il disposer pour mettre en place les bonnes règles ? Celles qui vont permettre effectivement d'aller au mieux dans les objectifs ? Comment choisir les bonnes règles contractuelles qui permettent d'atteindre les objectifs ? Il y a là une piste qu'il faut, à mon avis, creuser beaucoup plus que cela a été fait. La société d'économie mixte est une forme où partenaires publics et privés sont susceptibles d'échanger des informations de manière beaucoup plus efficace qu'elles ne le font en restant des partenaires séparés, engagés dans des relations purement contractuelles. De plus, ces interactions sont beaucoup plus souples que les règles, et probablement beaucoup plus efficaces. L'économie mixte, une étape dans l'évolution du capitalisme français au XXe siècle. Jean-François Eck. La notion d'économie mixte ne fait pas l'unanimité entre les auteurs. Certains lui attribuent une portée générale. Ils n'hésitent pas à désigner par elle la situation des pays, où les chiffres montrent que l'État occupe un rôle économique important face au marché, quelle que soit la façon précise dont il l'exerce. Le terme d'économie mixte devient alors synonyme d'interventionnisme public. D'autres, au contraire, limitent son contenu à la seule association entre capitaux publics et capitaux privés, au sein d'entreprises qui relèvent juridiquement du droit commercial tout en étant assujetties à certaines dispositions du droit administratif. C'est cette dernière acception que nous retiendrons, à la fois pour nous conformer à l'objet de ce colloque et par impossibilité de brosser, dans le cadre restreint d'une communication, un tableau général de l'intervention de l'État dans l'économie française du XXe siècle. Or, en ce sens, l'économie mixte présente à l'observateur un visage contrasté, voire ambivalent. Marqué par des origines étrangères, cherchant à concilier deux principes apparemment contradictoires, l'intérêt général et le profit individuel, n'obtenant que des résultats limités, elle n'a pas connu en France un développement linéaire. Son histoire est plutôt faite d'avancées et de reculs successifs, prenant ainsi une allure en dents de scie, marquée par une alternance d'engouement et de discrédit. Il reste que, lors de certaines périodes privilégiées, elle a représenté dans plusieurs secteurs une formule attractive qui a connu un développement remarquable et a paru disposer d'un avenir assuré. Pour tenir compte de ce double visage, nous recenserons les succès et les avancées de l'économie mixte, puis nous insisterons sur ses faiblesses persistantes et sur ses échecs, aboutissant ainsi à un bilan en demi-teinte qui, pour les historiens de l'économie, paraît mériter attention. L'économie mixte a remporté d'indéniables succès lors de certaines périodes fastes, dans des domaines déterminés et grâce à l'action de responsables de tout premier plan. Les périodes fastes sont au nombre de 3. La première correspond aux années 1919 à 1932, des lendemains de la Première Guerre mondiale à la crise des années 1930. Durant la guerre déjà, plusieurs municipalités avaient eu recours à elle pour assurer le fonctionnement des services urbains, mettre en place des œuvres de secours à destination des populations civiles, en un effort qui se situe dans le prolongement des expériences de socialisme municipal, menées au début du XXe siècle et qui atteint une ampleur particulière à Paris, tout comme d'ailleurs dans les capitales des autres pays belligérants. Mais c'est surtout après 1919 que l'on a assisté à une première floraison de sociétés d'économie mixte. On voit alors apparaître, au niveau national, des firmes comme la Compagnie nationale du Rhône, 1921, la Compagnie française des pétroles, 1924, tandis qu'au niveau local, les décrets-lois Poincaré des 26 novembre et 28 décembre 1926 autorisent les municipalités à fonder des sociétés commerciales en association avec des capitaux privés, destinés à construire des logements sociaux ou à gérer certains services publics. Mais cette première période favorable fait place, durant les 2 décennies correspondant aux années de crise puis de guerre et de reconstruction, à un recul relatif, voire à un discrédit de l'économie mixte, les créations nouvelles faisant figure de solutions de pis-aller, voire d'artifices juridiques davantage que de véritables avancées. Dans ces conditions, il faut attendre le milieu des années 1950 pour que, de 1953 à 1975, on assiste à un deuxième essor de l'économie mixte, de plus grande ampleur que le précédent.
Encouragée par de nouvelles dispositions réglementaires comme les décrets du 20 mai 1955 et du 19 octobre 1959, de nombreuses municipalités recourent à l'économie mixte pour faire face à leurs programmes de construction immobilière, de rénovation urbaine, d'aménagement industriel, de mise en place de grands équipements collectifs. À l'heure où l'aménagement du territoire devient l'un des nouveaux domaines de l'interventionnisme public, l'État lui-même encourage les départements à participer au capital de sociétés de mise en valeur régionale. La Compagnie nationale du barreau de Languedoc, CNBRL, fondée en 1955, en est le prototype, suivi de 6 autres créations qui s'échelonnent jusqu'à la fin des années 1960. C'est surtout la Caisse des dépôts et consignations qui, par le biais de 2 filiales, la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts, SCIC, et la Société centrale d'équipement du territoire, SCET, toutes deux créées en 1955, prend un rôle déterminant dans les progrès de l'économie mixte, devenant le chef de file dans maintes créations où, de concert avec les grands établissements financiers publics, Crédit National, Caisse nationale de crédit agricole, Banque française du commerce extérieur, Caisse nationale des marchés de l'État, elle incite les collectivités locales à regrouper leurs ressources avec celles d'autres organismes, publics ou privés, pour développer plusieurs catégories d'opérations dans les domaines les plus divers. La France semble alors bien placée pour rattraper son retard sur les pays voisins qui, comme l'Allemagne fédérale, l'Italie ou la Belgique, font largement appel à l'économie mixte pour assurer toutes sortes de tâches dont l'État lui-même ne souhaite pas se charger, mais que, parallèlement, l'initiative privée répugne à assumer seule. Il est symptomatique de constater qu'en 1970 encore, lorsqu'il paraît nécessaire de stimuler l'investissement dans les secteurs de pointe, c'est à une société d'économie mixte que l'on recourt. L'Institut de développement industriel, IDI, qui regroupe à cet effet des fonds fournis par l'État, les grands établissements financiers publics et les banques du secteur nationalisé, mais aussi certaines banques privées, à l'intérieur d'une société qui doit prendre des participations dans le capital des entreprises nouvelles et prêter des capitaux à long terme aux firmes des secteurs de pointe. Le ralentissement de la croissance consécutif au premier choc pétrolier interrompt une nouvelle fois le brillant essor qu'avait alors connu l'économie mixte. C'est dans un contexte très différent qu'après une décennie de remise en cause et d'interrogation sur son bien-fondé, celle-ci se manifeste à nouveau. Il s'agit désormais moins d'en faire un outil au service de la modernisation des infrastructures qu'un instrument utile pour rééquilibrer les rapports entre l'État central et les collectivités locales. Depuis la réforme des FER, ces dernières ont été dotées d'un véritable pouvoir de décision. L'adjonction aux départements et aux communes d'un niveau type de collectivité, les régions, renforce leur poids dans les structures administratives du pays. La loi du 7 juillet 1983 en tire les conséquences en ce qui concerne les sociétés d'économie mixte. Elle augmente les parts maximales que les collectivités locales sont autorisées à prendre lors de leur création, revalorise leur capital social, supprime le contrôle préalable des statuts qu'exerçaient les autorités de tutelle. Des mesures ultérieures telles que la loi Chevènement du 12 juillet 1999 sur l'intercommunalité élargissent encore les possibilités réservées à l'économie mixte. Pour de nombreux responsables, elles sont à l'origine d'une nouvelle période d'essor qui voit s'affirmer des sociétés dites de troisième type, qui se consacrent désormais, non plus aux opérations de construction immobilière ou d'aménagement du territoire, mais à la gestion de services rendus à l'ensemble de la collectivité. Cette troisième phase d'essor de l'économie mixte en France sera-t-elle de plus longue durée que les précédentes ? L'historien ne saurait hasarder de pronostics dans ce domaine. Du moins peut-il, en dressant le bilan de l'expérience passée, souligner les succès qu'a remporté l'économie mixte dans certains secteurs privilégiés. Grâce à elle, la mise en valeur des ressources énergétiques nationales a reçu une impulsion décisive. Ce sont des sociétés d'économie mixte qui, dans le cadre de la loi du 16 octobre 1919 sur l'aménagement des chutes d'eau, ont permis d'équiper des rivières comme la Dordogne, la Creuse, la Truyère, puis des fleuves comme le Rhône, le Rhin, en combinant production d'électricité, navigation et mise en valeur agricole. Ce sont aussi des sociétés de ce type qui ont été à l'origine des efforts de prospection en hydrocarbures, par exemple la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, fondée en 1941 par le régime de Vichy.
Dans un domaine voisin, celui du transport de l'énergie, la Trapil, société de transport pétrolier par pipeline, a associé à partir de 1949 des compagnies pétrolières privées aux capitaux publics pour assurer la desserte de toute une partie du territoire français. Un autre domaine dans lequel l'économie mixte a fait la preuve de son efficacité est celui de la construction de logements. Qu'il s'agisse de satisfaire les besoins prioritaires au lendemain des guerres et lors du baby-boom ou de répondre au désir des ménages de posséder un logement de loisir, le recours aux sociétés d'économie mixte s'est souvent imposé, par exemple dans le dernier cas à travers l'association Village Vacances Famille, VVF, lancée en 1958 par la Caisse des dépôts et consignations à partir de premières réalisations menées en Alsace, à Obernai, par la société D', équipement de la région de Strasbourg, alors présidée par le maire de la ville, Pierre Pfelimelin. Ce dynamisme amène les sociétés d'économie mixte concernées, en raison même de la massivité de leurs programmes, à faire appel à des méthodes de construction modernes. Dès sa création en 1923, la Régie immobilière de la ville de Paris, devenue 3 ans plus tard société d'économie mixte, lorsque 3 grands établissements bancaires prennent une participation dans son capital social, s'attache à standardiser les plans et les matériaux, à organiser rationnellement les chantiers, à utiliser des matériels perfectionnés pour l'édification des immeubles qu'elle entreprend sur le tracé des anciennes fortifications qui enserraient la capitale. Enfin, sans les créations des années 1953 à 1975, jamais l'aménagement du territoire, 3e grand domaine privilégié de l'économie mixte, n'aurait pu prendre un tel essor. Qu'il s'agisse d'aménagement agricole, soit dans le cadre régional, soit dans le cadre départemental dans le cas des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, SAFER, ou de grandes infrastructures de transport comme les autoroutes édifiées par des sociétés associant à l'État des groupes bancaires privés comme la Banque de Paris et des Pays-Bas ou encore des équipements touristiques comme les stations nouvelles édifiées sur le littoral languedocien, par des sociétés départementales nées sous les auspices de la mission interministérielle pour l'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon. Il n'est guère de domaine relevant de l'aménagement du territoire qui n'ait accordé à l'économie mixte un rôle majeur dans son processus de développement. Outre ces domaines de prédilection dans lesquels elle a pris son essor, l'un des éléments qui ont le plus contribué à renforcer son audience et à diffuser ses résultats est sans conteste constitué par la pléiade de dirigeants sur lesquels se sont appuyées ses réalisations. Parmi les grands gestionnaires de l'économie mixte, on relève le cas d'ingénieurs parfois promis à de brillantes carrières politiques comme Raoul Dautry qui, parallèlement à ses fonctions à la Compagnie des chemins de fer du Nord, puis à ceux de l'Ouest-État, préside la régie immobilière de la ville de Paris et inspire son premier programme de construction d'immeubles collectifs. À cette même catégorie appartiennent des hommes comme Philippe Lamour qui dirige la CNBRL ou Léon-Paul Leroy, choisi par François Bloclené pour devenir le principal responsable de la SCIC où il valorise une expérience de technocrate acquise dans la reconstruction de la flotte fluviale française en tant que sous-directeur de l'Office national de la navigation. S'adjoignent à ces grands ingénieurs spécialistes de l'économie mixte des patrons du secteur privé qui, dès la période de l'entre-deux-guerres, acceptent de présider telle ou telle société d'économie mixte créée par l'État. Ernest Mercier, à la Compagnie française des pétroles en est la figure emblématique, mais ce cas de figure se perpétue après 1945, jusqu'à un homme comme Maurice Schlogel, le directeur général du Crédit Lyonnais, qui prend en 1970 la présidence de l'Institut de développement industriel, suscitant d'ailleurs ainsi une dérogation à la règle selon laquelle les présidents de sociétés d'économie mixte sont obligatoirement des fonctionnaires en position d'activité ou de retraite. Enfin, il convient d'ajouter à ces deux catégories une troisième, celle des maires des grandes agglomérations urbaines qui souvent jouent en même temps un rôle politique de dimension nationale et qui, en tant que partisans déclarés de l'économie mixte, contribuent à accroître l'audience de ce mode de gestion. Pierre Pfelimelin à Strasbourg, Jean Royer à Tours, Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, Gaston Defferre à Marseille ont tous, à des degrés divers et sous des étiquettes partisanes différentes, œuvré en ce sens. Il est significatif de relever que Pierre Pfelimelin par exemple, lorsqu'il évoque son action à la tête de la société d'équipement de la région de Strasbourg,
se réfère explicitement à la tradition germanique de l'économie mixte et remarque que, lorsqu'en 1946, au moment de la création d'EDF, on a laissé subsister en dehors d'elle l'électricité de Strasbourg, cela a eu pour conséquence bénéfique de maintenir la présence de la ville dans son conseil d'administration. De même, à Tours, Jean Royer, qui a créé 6 sociétés d'économie mixte lors de ses mandats de maire successifs, voit dans l'économie mixte une véritable philosophie économique, permettant la synthèse du capital public et privé. Tous ces hommes, quelles que soient leurs origines et la nature de leurs fonctions, ont contribué au succès de l'économie mixte. Très proches en sont certains hauts fonctionnaires qui, dans les services de l'État qu'ils dirigent, misent sur l'économie mixte pour atteindre leurs objectifs, comme Paul Delouvrier, responsable du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, ou comme Pierre Racine à la mission interministérielle d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon. Sans doute aussi convient-il de tenir compte, dans cette audience croissante rencontrée par l'économie mixte, des juristes qui, à partir du début des années 1950, sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux problèmes posés par son mode de fonctionnement. De ces différentes catégories de responsables, émerge un véritable milieu professionnel. La fondation en 1957 de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, FNSEM, en renforce l'homogénéité. Selon ses statuts, cette institution a pour vocation de représenter ses membres à l'échelle nationale et de défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. En 1979, une réforme de son conseil d'administration y assure la prédominance des élus locaux et leur représentativité, en prévoyant que chacune des grandes tendances de l'éventail politique d'alors, UDF, RPR, PS, PC, y disposera du même nombre de sièges. L'année suivante, en 1980, la FNSEM adopte une charte de l'économie mixte. Elle prend position dans les débats qui conduisent à l'adoption de la loi du 7 juillet 1983. Rassemblant, en 1987, 925 sociétés, elle représente, à l'intérieur du monde politique et administratif français, une sorte de groupe de pression dont l'économie mixte ne peut que tirer avantage. Les succès et les avancées de l'économie mixte dans la France du XXe siècle sont indéniables. Il ne saurait pourtant faire oublier ses faiblesses et ses échecs. Tout d'abord, loin de se développer de manière linéaire et continue, le recours à cette formule a connu de fréquents coups d'arrêt et des périodes de stagnation. Ensuite, ses résultats paraissent à long terme relativement limités. Enfin, les critiques formulées à son égard n'ont jamais disparu, alimentées, entre autres, par le caractère souvent artificiel des créations auxquelles elle a parfois donné lieu. Les périodes de difficulté pour l'économie mixte sont nombreuses. Elles viennent régulièrement en interrompre la progression. Certaines correspondent à des phases de recul ou de ralentissement de la croissance qui s'avèrent néfastes aux activités des sociétés existantes, ou qui dissuadent d'en créer de nouvelles. Lors de la crise des années 1930, les sociétés de construction immobilière fondées par certaines municipalités en association avec le secteur privé subissent une déflation qui ruine la rentabilité de leur parc de logements locatifs. À Paris, par exemple, la régie immobilière doit pratiquement interrompre ses programmes de construction à partir de 1935, moins de 2 ans après l'entrée dans son capital de la Banque de Paris et des Pays-Bas, de la Banque de l'Union parisienne et de l'Union européenne industrielle et financière qui lui avait permis, en devenant une société d'économie mixte, d'augmenter significativement le volume de ses ressources. De même, à partir de 1975, la crise du marché de l'immobilier déstabilise les bilans de plusieurs sociétés qui avaient été fondées durant la grande période d'expansion des décennies précédentes, tandis que le souci de limiter les déficits publics empêche de revaloriser leurs ressources propres. D'autres périodes nuisibles au développement de l'économie mixte correspondent à des phases d'interventionnisme étatique très marquées. Le fait peut surprendre, puisque l'économie mixte représente par définition une forme d'intervention. Mais tout dépend de la place assignée au capitalisme privé. L'économie mixte lui est en principe favorable, alors qu'au contraire, en certaines circonstances, il est jugé incapable ou indigne de s'associer aux fonds publics. C'est en particulier le cas lors de la Libération et dans la période de reconstruction. Par le recours aux nationalisations, on supprime la propriété privée dans certaines entreprises, y compris dans celles d'économie mixte.
Air France qui avait été fondée en 1933 par regroupement entre les anciennes compagnies privées de transport aérien, l'État n'y détenant que le quart du capital social, devient en 1945, pour peu de temps, une entreprise nationale entièrement possédée par lui. Il faut attendre le changement de majorité politique pour assister à son retour, dès 1948, parmi les sociétés d'économie mixte. Il s'agit là, à vrai dire, de l'un des nombreux changements de statut successifs connus par cette entreprise jusqu'à sa privatisation récente. Une semblable destinée a été partagée par d'autres entreprises, d'abord privées, puis devenues sociétés d'économie mixte, enfin passées entièrement sous contrôle étatique à la Libération, comme les sociétés de distribution d'électricité absorbées par EDF en 1946, la Compagnie Générale Transatlantique, l'Agence AVA. De même, lors des nationalisations de 1981 à 1982, des firmes comme Usinor, Sassilor, CII Honeywell-Bull, Dassault, qui étaient déjà passées sous contrôle de l'État du fait de leur incapacité à sortir du déficit, à limiter leur endettement ou par suite de leur importance en termes de commandes publiques et d'emploi, ont été intégralement nationalisées, alors qu'on pouvait auparavant les ranger parmi les sociétés d'économie mixte à cause de la présence persistante de capitaux privés. Un an plus tard, en 1983, le rachat par l'État des 49% du capital de la SNCF encore détenu par les actionnaires des anciennes compagnies ferroviaires a fait basculer cette entreprise du statut d'entreprise d'économie mixte qui était le sien depuis 1937 à celui d'entreprise nationale, ce qui lui a permis de renforcer ses fonds propres et de trouver les moyens nécessaires aux énormes investissements réclamés par la construction du TGV. Symétriquement d'ailleurs, les périodes qui affichent leur préférence pour le libéralisme sont tout autant néfastes au développement de l'économie mixte que celles qui sont favorables aux solutions étatiques. Les privatisations de 1986 et de 1993 ont fait disparaître de la liste des sociétés d'économie mixte de nombreuses entreprises, redevenues alors intégralement privées. On peut citer, en une liste qui ne prétend pas à l'exhaustivité, les cas d'Air France, de la Compagnie Générale Maritime et de l'Agence AVA précitée, mais aussi ceux de la Compagnie Française des Pétroles, de la Société Nationale Industrielle Aérospatiale, SNIAS, et plus récemment, des sociétés de construction et de gestion d'autoroutes qui avaient été fondées durant les années 1960, ainsi que de la Société Nationale d'Études et de Construction des Moteurs d'Avion, SNECMA. Ce sont donc à la fois des raisons idéologiques et des nécessités pratiques qui, durant certaines périodes, entravent le développement de l'économie mixte. Mais alors même que celui-ci paraît assuré, par exemple à la fin des années 1920 ou au début des années 1970, les résultats qu'elle permet d'obtenir semblent singulièrement limités. Les sociétés d'économie mixte apparues sous le régime des décrets-lois de 1926 ont été fondées trop tardivement pour pouvoir disposer du temps nécessaire à la rénovation du parc immobilier français, d'autant plus que la loi Loucheur organisant l'aide de l'État en faveur des immeubles à loyer moyen n'est rentrée en application qu'à la veille de la crise. De même, de 1967 à 1970, selon les statistiques de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, la part occupée par ses membres dans la construction de logements autorisés en France n'est passée que de 2,68 à 5,45%. Un doublement relatif certes, mais à partir de chiffres qui restent dérisoires par rapport aux parts détenues par les organismes de HLM et par le secteur privé non aidé. Ainsi, dans le domaine pourtant privilégié de la construction de logements, les réalisations de l'économie mixte restent quantitativement marginales. Il en est de même, à plus forte raison, là où sa présence s'est manifestée plus tardivement ou avec moins d'éclat. La restructuration des régions d'industrie anciennes, par exemple, s'est faite davantage à coup de subventions, de primes et d'allocations de toutes sortes versées par les pouvoirs publics que grâce aux sociétés d'économie mixte lancées par les communes ou les chambres de commerce et d'industrie, même s'il ne faut pas minimiser leur rôle dans certains cas précis ou dans certaines régions, comme par exemple le Valenciennois et plus largement, le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. Les premiers technopoles destinés à attirer les activités de pointe dans des villes ou des régions qui en étaient dépourvues, ont été lancés à la suite d'initiatives privées, comme celle prise par Pierre Lafitte, le fondateur de Sophia Antipolis, en 1969.
Ce n'est qu'ensuite que des technopoles de deuxième ou de troisième génération ont pris le relais, dans le cadre de regroupements entre collectivités locales, centres universitaires et organismes financiers. Dans la fourniture de biens matériels et de services marchands aux particuliers, l'économie mixte est restée peu active, malgré quelques exemples illustres comme la Socomix qui gère l'hôtel du Palais à Biarritz et associe dans son capital aux villes de Biarritz et Bayonne 2 sociétés hôtelières privées, les hôtels du Louvre et les hôtels Ambassador, et une société de loisirs, la Société des casinos. On peut juger limités les résultats obtenus par l'économie mixte, voire les trouver décevants par rapport aux espoirs qui avaient été placés en elle. Enfin, loin de faire l'unanimité, l'économie mixte s'est toujours heurtée à de vives réticences tant chez les hommes politiques que parmi les juristes et les économistes. Même des dirigeants attachés par principe au libéralisme, loin d'y voir un remède contre l'étatisme, l'accusent parfois de conduire à une dilution des responsabilités et à un démantèlement de l'autorité de l'État. Au témoignage de Pierre Racine, l'ancien président de la mission interministérielle pour l'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon, Valéry Giscard d'Estaing, qui était alors ministre de l'Économie et des Finances, s'est opposé à la proposition de son collègue Pierre Sudreau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.